Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, évidemment, vous vous en doutez. C'est donc le premier update lecture du mois de février. Franchement, je suis contente pour le moment, je me tiens à fond à mes updates lecture et ça roule plutôt bien. On va commencer tout de suite parce que donc du coup les 2 premières semaines de février ont quand même été un petit peu remplies en lecture. Je vous avoue que j'ai fait de bonnes lectures, d'autres un petit peu moins bonnes, mais je vais vous expliquer tout ça, et un énorme coup de cœur. On va commencer par les moins bonnes, comme toujours, comme ça c'est fait. Alors, je vous ai fait une vidéo sur cette palle de l'enfer, donc comme vous le savez, tous les mois je lis un livre issu de la palle de l'enfer, des livres qui ont été choisis déjà bien à l'avance, donc je vous mets la petite playlist dans le i, comme d'habitude. Et donc ce mois-ci c'était... Bah bonjour vous. Ça va Zo? Mais Zo, allez, bouge de là. Je suis occupée là. Allez, c'est incroyable ça. Elle n'a pas envie que je vous parle quoi. Donc, je disais que j'ai du coup lu le livre de la palle de l'enfer du mois de février, qui était The Vanishing Girl de Laura Thalassa. J'avais trouvé les 2 tomes en occasion, donc du coup je les avais achetés en me disant que ça pouvait me plaire, et du coup je les avais mis tous les 2 dans la palle de l'enfer. Je me suis dit tant qu'à lire le 1, autant lire le 2 en espérant que ça me plaise. À la base je crois que c'était une trilogie, finalement le dernier tome n'a jamais été écrit, et je comprends pourquoi. Donc c'est publié chez Michel Lafon, ça je ne comprends pas pourquoi. Alors clairement, il méritait clairement sa place dans la palle de l'enfer. Je suis désolée si certains d'entre vous l'ont lu et ont aimé, mais vraiment j'ai pas du tout apprécié. Ça a été une petite torture entre guillemets de le lire, mais c'est bien passé parce que sur Instagram, pendant ma lecture, je faisais des stories un peu chapitre par chapitre, on va dire, avec des choses un peu drôles. Donc j'ai réussi à tourner ma lecture en quelque chose d'amusant que je partageais avec les gens. Donc d'ailleurs si vous voulez, toutes ces stories là se retrouvent dans mes stories à la une sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre si jamais vous ne me suivez pas. Et bah écoutez, du coup j'ai fait pareil pour le tome 2 parce que beaucoup m'ont demandé de le lire juste pour pouvoir faire ces stories là, donc vous voyez le sacrifice que j'ai fait, mais vraiment c'était pas fou quoi. Pour en dire un petit peu plus... Déjà l'histoire, c'était pas très cohérent, il y a tous les clichés qu'on peut retrouver dans du young adulte, les personnages sont juste plats, inintéressants, l'histoire est plate et inintéressante, ça part ça va dans tous les sens, vraiment ça part d'un truc à l'autre. Comme je disais, il y a beaucoup d'incohérences. C'est une romance en fait, mais la romance elle est même pas intéressante, elle est même pas chouette, ça va super vite. Un chapitre, elle le déteste, le deuxième chapitre, ils sont tout nus dans un lac, enfin, il y a rien de cohérent, il y a rien d'intéressant, c'est juste cliché, cliché, cliché. Les dialogues sont plats, enfin vraiment il y a rien qui va quoi. L'écriture ça va, franchement ça va, j'ai rien à dire sur l'écriture quoi, mais franchement l'intrigue... c'était pas fou, donc vraiment je vous les conseille pas. Après si vous avez envie de les lire, allez-y, mais voilà, si vous voulez plus de détails, je vous invite de nouveau à aller voir sur mon Instagram pour voir les stories, mais voilà, c'était un vrai bon livre de la palle de l'enfer. Ensuite, je vais vous parler des petits livres que j'ai lus. J'ai reçu donc par les éditions Casterman ce livre aussi, donc c'est Terreur dans la brume de Tristan Pichard dans la collection Hanté. Il sort le 16 février. Bah du coup, vu qu'on est lundi et que je sors la vidéo mardi, il n'est même pas encore sorti quand vous verrez cette vidéo. Donc il sort mercredi 16 février au prix de 5,95 €. Et franchement c'était pas mal. C'était un petit livre, donc à partir de 12 ans, donc c'est très jeunesse. Mais ça passe le temps, ça se veut horrifique. Alors moi j'avoue que j'ai pas été très terrifiée, j'avais deviné certaines choses par rapport à ce roman. Mais je pense que pour des jeunes qui n'aiment pas forcément lire par exemple, ou pour qui on a envie de donner envie... Pour des jeunes qui n'aiment pas forcément lire, ou peut-être pour quelqu'un qui a envie de lire de l'horreur, pour des plus jeunes qui ont envie de lire de l'horreur sans forcément se taper un pavé de 500 pages, écoutez, je pense que cette collection est vraiment pas mal. Je pense aussi aux personnes qui sont profs, peut-être, s'il y en a qui me regardent. Je pense que ce sont des bons livres à conseiller pour aborder par exemple le fantastique ou l'horreur. Franchement c'était pas mal, donc il fait 100 pages à peu près et c'est très aéré. Voilà, l'intrigue en elle-même n'est pas incroyable, mais ça fait le job, j'ai passé un bon moment et c'est tout ce qu'on demande.
Ensuite, toujours dans les petits livres, j'ai lu cette fois-ci 2 livres en e-book. Le premier, c'est celui-ci, donc Le Drakkar éternel de Estelle Faye. Donc Estelle Faye, le premier livre que j'avais lu d'elle, c'était Ouijigo, publié chez Albin Michel Imaginaire, qui était déjà un petit peu plus adulte et mystérieux. Ici, on est publié chez Scrinéo et c'est vraiment de la jeunesse. C'était vraiment chouette, j'ai passé un bon moment, même si c'est pas la meilleure lecture clairement de l'année. Ça se lit très vite, l'écriture est super chouette. On est vraiment embarqué directement dans cette mythologie viking avec ses aventures sur le Drakkar et tout, même si parfois j'avais l'impression que c'était un petit peu trop rapide et pas très... comment dire, pas très bien expliqué, ça partait parfois un peu dans tous les sens et c'était difficile de suivre. Malgré tout, j'ai passé un bon moment. Les personnages sont hyper intéressants, sont hyper chouettes, très attachants. Ça aborde des sujets de l'adolescence qui sont importants, je trouve, tout comme l'amitié, l'amour, mais aussi la place que l'on veut avoir dans un groupe. Il y a une question de harcèlement, enfin voilà, c'est très dans l'aventure, enfin c'est très... on est dans l'aventure, on est dans le dynamisme, on est dans la recherche de soi, enfin vous voyez tout ça. Ce sont des thèmes qui parlent beaucoup, je pense, aux adolescents, qui reviennent beaucoup dans les livres jeunesse comme ça. Et bah écoutez, c'était très bien abordé sous le couvert de cette mythologie viking qui du coup donne un aspect un petit peu plus... qui donne un aspect un peu plus culturel, comme ça on en apprend plus sur cette mythologie, sur ces dieux, donc c'était super chouette. Et puis voilà, j'ai passé un très bon moment. Et sur e-book, il fait 160 pages, donc à mon avis, en livre, il doit en faire 200, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai lu encore un livre sur ma liseuse, qui est La captive de Dunkelstad, de Magali Lefebvre. Et bah écoutez, ça a été une très bonne surprise, je m'attendais pas à apprécier autant, mais ce fut le cas. J'ai l'impression, on peut dire un peu sur une réécriture, on peut dire qu'on est un peu sur une réécriture de La Belle et la Bête, sauf que ici c'est la fille qui est la bête, et bah, c'était vraiment chouette, c'était assez original. Encore une fois, il est assez petit sur liseuse, je dirais 160 pages aussi à peu près, donc en papier pareil il doit faire 200 pages, mais ça se lit hyper bien. On est dans un univers, enfin on est dans un monde, déjà ça se passe en Allemagne, et on est... je sais pas exactement, on va dire dans les années 1800, 1900, enfin en tout cas début 1900. Donc on a vraiment cette écriture soutenue, ce langage de l'ancien temps qui est hyper plaisant, à lire. Les personnages sont très attachants aussi, on a une petite romance du coup qui se met en place mais qui n'est pas dominante dans le récit et qui est hyper cohérente. Et par rapport à tout ce qui se passe, on a aussi ce côté un peu mystérieux, un peu angoissant de pourquoi est-ce que notre héroïne est captive dans ce manoir, qu'est-ce qui lui arrive. Et plus on avance dans la lecture, plus on a des indices sur ce qui s'y passe et donc on devine très facilement ce qui lui arrive, pourquoi est-ce qu'elle est enfermée, etc. Et puis cette détermination qu'a notre héros de vouloir la sauver et de l'aimer malgré sa différence, etc. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était une très bonne lecture, j'étais assez surprise, mais franchement je pense que ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'écriture qui était vraiment très très belle. Et puis je trouvais que c'était assez descriptif, on s'imaginait très bien les décors, l'ambiance que l'autrice a voulu donner à son histoire, donc vraiment c'était chouette. Et je pense que je pense que je vais essayer de lire un peu plus de romans de cette autrice. Je sais pas si elle en a écrit d'autres ou pas, mais franchement j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour son écriture. Donc voilà, ça c'était pour les lectures e-book. Maintenant on va passer au reste. J'ai lu une petite déception à laquelle je m'y attendais pas. J'ai lu le premier tome de Kings of Scar, donc pour vous remettre un peu les idées en place, donc ça fait partie du Grishaverse, donc ça a été écrit par Leigh Bardugo. C'est la dernière duologie, enfin c'est la dernière saga du Grishaverse. Donc on a d'abord les 3 tomes de Grisha, puis ensuite les 2 tomes de Six of Crows, et puis on a Kings of Scar. Autant Grisha et Six of Crows, vous pouvez les lire séparément. Enfin moi j'avais commencé par Six of Crows et ça m'avait pas posé problème pour comprendre en n'ayant pas lu Grisha avant. Mais autant Kings of Scars, vraiment je vous conseille fortement de lire Grisha et Six of Crows juste avant, parce que on va retrouver déjà des personnages qui viennent de ces 2 sagas-là. Et en plus ça reprend, ça se passe après les événements des 2 sagas. Donc voilà, si vous voulez pas vous spoiler les 2 premières sagas, et si vous voulez essayer espérer un peu comprendre l'histoire, je vous conseille vraiment de le lire à la fin. Alors, c'est une duologie. Déjà, je trouve que
super beau, quoi, c'est génial. Alors j'étais hyper contente de retourner dans le Grishaverse, surtout que les deux personnages que l'on côtoie dans ce roman, ce sont deux personnages que j'ai adorés dans leur saga respective, donc Grisha ou Six of Crows. C'est vraiment des personnages que j'ai adorés, qui ont un caractère que j'aime beaucoup, qui m'ont marqué et j'y pense encore. Et donc j'étais super contente de les retrouver, et surtout que je me disais que finalement on allait pouvoir encore plus les développer, et au vu de certains événements qui se sont passés dans Grisha et dans Six of Crows, je voulais voir un peu leur évolution, et donc j'étais super contente. Et en fait, je suis un petit peu déçue parce que je trouve que... Enfin, j'ai eu la sensation, c'est peut-être horrible de dire ça, et si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que je vais dire. Mais j'ai eu la sensation que c'était un peu du fanservice, dans le sens où l'autrice s'est dit, voilà, ces deux personnages-là, ce sont des personnages que les gens adorent, et donc je vais écrire un livre où je vais les mettre tous les deux pour faire plaisir aux fans. Mais du coup, pour moi, c'était pas très intéressant. Je vois pas l'intérêt de cette duologie par rapport à l'intrigue. Alors oui, je suis hyper contente de retrouver les personnages. Je trouve qu'on les développe beaucoup. Mais en fait, des fois, ils m'ont un peu saoulée. Donc, j'étais triste de me dire que ces deux personnages que j'adore me saoulent. Et en ce qui concerne l'intrigue, en fait, je la trouve pas très intéressante parce que pour moi, les événements qui se passent dans ce livre, que l'autrice va rechercher et va développer, pour moi c'était réglé, en tout cas, enfin peut-être pas réglé, mais en tout cas je voyais pas l'intérêt de revenir dessus. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à la fin. J'avais entendu dire que la fin du premier tome était oufissime, gros cliffhanger. Alors oui, c'est le cas. Clairement, ça m'a donné envie de lire la suite, mais j'ai trouvé ça trop facile. Pour moi, c'est du réchauffé. Enfin, c'est un peu compliqué de vous expliquer, de vous donner mon avis sans vous dire exactement pourquoi, parce que sinon je vous spoil tout le Grishaverse. Mais du coup, si vous l'avez lu, je pense que vous pouvez comprendre de quoi je parle. Mais vraiment grosse déception pour la fin. Je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt, clairement. C'est vraiment forcé sur certaines choses, et ouais, c'est dommage. Donc voilà. Je lirai de toute façon le tome 2 parce que c'est le dernier livre qui me reste pour terminer le Grishaverse, donc je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais espérer qu'il rattrape ce premier tome. Voilà. C'est vrai que je me suis quand même pas mal ennuyée quelques fois, alors que... Enfin, je sais pas, pour moi, Six of Crows, c'est vraiment la meilleure duologie du Grishaverse de tous les cas. Mais je sais pas, franchement, je suis hyper déçue. Je pensais vraiment que j'allais aimer. Mais voilà, assez mitigée. Je peux pas dire que je déteste, parce qu'encore une fois, il y a les personnages qui sont là et que j'adore. Mais pour ce qui est de l'intrigue, c'était pas fou, quoi. On continue, et j'ai lu en lecture commune le premier tome de Twilight avec une copine, donc Bookish Disorder sur Instagram. Ça a été une relecture. La première fois que je les ai lus, je devais avoir 13-14 ans, donc c'était à l'époque où c'est sorti, donc ça date. Écoutez, je suis agréablement surprise. Je pense que je les avais jamais relus depuis ma première lecture, ou en tout cas peut-être une fois. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup plus de souvenirs du film que du livre. Et en fait, je trouve que ça va. Franchement, ça va. Déjà, par rapport à l'écriture, je me souvenais plus qu'elle était aussi soutenue. Enfin, il y a vraiment un emploi du passé simple qui est hyper présent. Il y a vraiment... le vocabulaire utilisé est assez recherché. Donc c'est hyper plaisant pour du young adulte, je m'y attendais pas. Par rapport aux personnages, alors je vais comparer forcément avec le film, mais dans le film, les personnages, je les trouve hyper énervants, pas assez développés, ils sont assez plats, enfin bref. Alors que dans le livre, forcément c'est ce qui arrive souvent, ils sont vraiment bien développés, ils sont super intéressants, je les trouve pas aussi plats, et étonnamment, Bella ne m'énerve pas autant que ce qu'elle m'énerve dans le film. Ça c'est fou. Même la relation donc entre Edward et Bella, qui est forcément le point principal de l'histoire, je l'ai trouvée hyper intéressante parce que on voit vraiment l'évolution entre les deux. Donc on sent qu'il y a ce coup de foudre entre deux qu'ils ne peuvent pas expliquer, cette alchimie qui arrive d'un coup forcément, mais il y a quand même plein de passages où en fait ils se posent des questions, où ils apprennent à se connaître, où ils passent du temps ensemble. Edward n'est pas aussi dominateur que dans le film. Bon, il a un petit côté comme ça, mais protecteur, qui parfois on a envie de lui dire gros calme-toi, mais pas autant que dans le film. Et Bella, elle se laisse pas faire, elle est moins passive encore une fois que dans le film, et donc c'est hyper intéressant c'est super chouette de lire leur dialogue parce que il y a du répondant, c'est dynamique, etc. Donc vraiment, j'étais hyper surprise, je me rappelais vraiment pas. Par rapport à l'action, elle arrive quand même tard dans le livre, je crois que tout se passe dans les 200 dernières pages. Donc voilà, c'est forcément très dynamique, etc. Il y a plein de scènes qui sont hyper cringe dans le film, qu'on ne retrouve pas dans le livre, ou en tout cas qui sont pas... Enfin, on n'a pas mis l'accent dessus dans le livre, donc du coup ça passe vraiment bien.
Écoutez, je suis agréablement surprise. Faut savoir que moi, Twilight, j'étais une énorme fan à l'époque. Et bah, du coup, le fait de le relire, je comprends pourquoi j'aimais bien. Parce que c'est vraiment chouette. Et en fait, je trouve ça dommage que parce que le film est aussi problématique, aussi gnangnan, bah, les gens, forcément, ils ont cette image-là en tête. Parce que forcément, on se rappelle plus du film que d'un livre, et puis la plupart des gens préfèrent regarder les films que lire. Mais si vous avez jamais vu, enfin si vous n'avez jamais lu les livres Twilight, que vous avez vu les films, que vous ayez aimé ou pas, je peux que vous le conseiller parce que vraiment vous aurez déjà des informations supplémentaires sur certains personnages que l'on n'a pas dans les films, parce que bah, manque de temps je suppose, enfin bref. Et puis la relation, ça n'a rien à voir, donc voilà, je peux que vous le conseiller, ça se lit hyper vite. Et en vrai, ça m'a donné envie de continuer la saga. Alors je vais pas les enchaîner, mais je me dis pourquoi pas cette année me refaire une relecture des 4 tomes de Twilight et vraiment faire peut-être, je sais pas, une vidéo comparative avec entre les films et les livres. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été un bon moment de lecture parce que déjà ça m'a rappelé pas mal de choses. Enfin, ça m'a remis dans la nostalgie de l'époque et puis parce que bah, ça a été une petite redécouverte. Et c'était super chouette. Et enfin, je termine cette vidéo avec le coup de cœur du mois, enfin pour le moment en tout cas, des 2 premières semaines de février, qui est le tome 1 de Dune de Frank Herbert. Je vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous raconter l'histoire parce que ce serait juste impossible. Mais pour la petite anecdote, Dune c'est une saga que mon papa adore. Il m'en avait déjà parlé mais je m'étais jamais vraiment intéressée à ça, même si pourquoi pas. Et puis bah du coup forcément avec la hype qu'il y a eu ces derniers temps par rapport aux films, aux rééditions de ce livre, etc. Forcément ça m'a vraiment donné envie de découvrir et de comprendre pourquoi. J'ai été voir le film à sa sortie et j'ai adoré, et donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et donc avec des copains, des copines... Et donc avec des camarades de classe, on s'est dit que le mois de février, ça allait être le mois où on allait lire Dune. Donc c'était une lecture commune qui s'étendait sur le mois pour qu'on puisse chacun aller à son rythme. Évidemment, je l'ai terminé en 1 semaine parce que je n'aime pas garder mes livres plus d'1 semaine. Et franchement, c'était super cool. J'ai adoré le lire, j'étais super bien. Je pense qu'avoir vu le film avant, ça m'a aussi pas mal aidé par rapport aux maisons, aux prénoms, à certains événements. Parce que du coup j'arrivais bien à me visualiser ce qui se passait et j'étais pas trop perdue. Mais honnêtement, on parle de Dune en disant que c'est une écriture compliquée, que c'est assez complexe et dense. Alors oui, c'est complexe, oui c'est dense, mais c'est pas inaccessible, je pense, même pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la SF. Parce que c'est hyper bien développé, c'est très... Enfin voilà, c'est très chouette, je sais pas comment dire, franchement c'était super cool. Alors c'est lent, on pourrait dire parfois que c'est un petit peu plat, mais en fait ce livre se base surtout, l'intrigue se base surtout sur les intrigues politiques, les complots, sur l'économie de l'univers, etc. Donc on n'est pas non plus sur une histoire où ça fait boum boum dans tous les sens, où c'est vraiment dans l'action, et pas du tout. Il y a des moments comme ça. Dans le livre, des retournements de situation, mais c'est vraiment basé sur le complot politique, sur l'économie, sur un peu la religion, tout ça. Donc voilà, si vous aimez les récits assez contemplatifs, assez lents, bah foncez. Moi à la base je suis pas très fan de ça, mais là pour le coup ça m'a pas dérangé. Je pense que avoir vu le film, comme je disais, ça a beaucoup aidé. Mais j'ai adoré, je trouve que les personnages sont super intéressants. Enfin, vraiment, le point fort de cet univers, c'est l'univers, quoi. L'univers en tant que tel, qui est hyper bien développé, qui est super intéressant, qui fait hyper réel, quoi. Enfin, on dirait que ça existe vraiment, tellement tous les détails pour faire un univers complet, ils sont, quoi. Donc, c'est ça, et c'est ça qui est hyper plaisant à lire. Parce que on est plongé dedans directement et on s'y croirait tellement c'est réaliste. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, de voir ce que ça va donner par la suite, si c'est, de retrouver l'univers, d'en apprendre plus sur plein de choses, sur nos personnages, ce qui va leur arriver, etc. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je ne peux que conseiller si jamais vous ne vous êtes pas lancé. Voilà pour mes lectures du début février. J'espère que vous avez passé un bon début de mois. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Et écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous!